On va se lancer. Du coup, bonjour à tous. Aujourd'hui, on accueille José. On va parler prévention des blessures et plus généralement des blessures dans les arts martiaux. Du coup, moi, je me présente. Je m'appelle Yann. Je suis éducateur sportif sur Paris, spécialisé en réathlétisation. Et une fois n'est pas coutume, aujourd'hui, je vais expliquer ce que c'est la réathlétisation, parce que d'habitude, je vous le disais sans l'expliquer. Là, la réathlé, c'est prendre un sportif, donc quelqu'un qui est athlétisé, donc un sportif blessé. Donc ça peut être tout type de blessure, ça va de la tendinite à la rupture des ligaments croisés, ou alors des gens qui se sont fait opérer pour poser une butée par exemple à l'épaule suite à des luxations, et le prendre à la sortie de l'opération ou avant l'opération pour lui permettre de revenir à son état de forme maximum le plus vite possible. C'est-à-dire qu'on va travailler en parallèle des kinés pendant sa rééducation et ensuite, à la fin de la rééducation, on va prendre en charge l'épaule ou le membre lésé pour le renforcer à fond et pour qu'il revienne à 100% et plus fort que ce qu'il était avant d'être lésé. J'ai déjà travaillé avec pas mal de karatéka, dont Théo, que vous devez connaître, qui s'est fait poser une butée à l'épaule. J'ai bossé avec des gens qui ont eu des petits soucis de ménisque aussi. Et hors karatéka, j'ai eu aussi quelques ligaments croisés. Donc voilà, pour expliquer un peu ce que ça donne. Ça marche aussi sur des gens qui sont pas forcément athlétisés, donc des gens qui ont eu une blessure ou une opération, mais le processus va être juste moins intense et les objectifs différents. Mais le principe est le même. Donc voilà. Et donc aujourd'hui, on est avec José Pernas, Sensei José. Je vais te laisser te présenter du coup. En fait, donc je m'appelle José Pernas. Je fais des arts martiaux depuis environ une quarantaine d'années. Je suis professeur, c'est-à-dire j'enseigne depuis une petite quinzaine d'années, un peu plus, à un public varié. C'est-à-dire j'ai eu des enfants, enfin j'ai eu un public enfant, puis ensuite j'ai eu des adultes. Et maintenant j'enseigne en fait au sein du Maccabi Paris, qui est un club parisien. J'enseigne une discipline qui s'appelle le karaté Shin-Kyokushin, Kyokushinkai, qui est une discipline de karaté au KO que je pratique depuis environ 25 ans. C'est-à-dire que j'ai pas commencé par le karaté, j'ai commencé par le judo, comme beaucoup d'enfants en fait à l'école. C'est-à-dire j'ai fait quelques temps de judo. Après j'en ai fait en dehors de l'école aussi pendant quelques temps. Puis je me suis mis aux arts martiaux vietnamiens. C'est-à-dire je fais du Viet Vo Dao pendant une dizaine d'années à peu près. Et je suis passé au karaté Kyokushinkai ensuite, début des années 90, en milieu des années 90, pour compléter un petit peu ma formation martiale et pour aller chercher une petite discipline un petit peu plus jusqu'au boutiste en termes de combat. À l'époque, le MMA n'existait pas, enfin, ou arrivait juste, venait juste d'être créé aux États-Unis, donc c'était encore une discipline qui n'était pas arrivée en Europe, pour ainsi dire. Donc, je suis passé au karaté Kyokushin, qui était la discipline un peu la plus extrême, on va dire, en termes de combat. Et c'est une discipline que j'ai pu lâcher depuis, donc ça fait à peu près 25 ans que je la pratique, ça fait une quinzaine d'années que je l'enseigne, comme j'ai dit. Et donc, voilà, maintenant je suis responsable, en fait, je fais partie du comité technique de l'organisation FSKO, qui est l'organisation qui représente en fait le karaté Shin-Kyokushinkai en France. Et, et voilà, je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui. Donc, on va essayer de parler un petit peu des blessures, qui est quelque chose que je connais bien depuis le temps, en fait. Depuis tant d'années, j'ai moi-même été blessé plusieurs fois. J'ai eu des élèves qui, malheureusement, se sont blessés aussi. J'ai vu des gens se blesser. Donc, voilà, c'est un domaine, effectivement, qui est assez vaste et quand même assez important pour la pratique des arts martiaux, dans le sens si vous les pratiquez longtemps, il faut quand même ménager un petit peu votre corps et savoir être à l'écoute et savoir prévenir ce genre de choses. Alors ça me permet de rebondir parce que on va rebondir sur ce qu'on disait avec Fabien sur le premier live, c'est que l'objectif de la préparation physique, objectif numéro un, c'est d'éviter que l'athlète se blesse. Donc, et en fait, je pense que dans notre pratique de tous les jours, on doit toujours éviter de se blesser pour pratiquer le plus longtemps et progresser plus vite possible, à mon avis. Après, c'est vrai que on fait des disciplines comme toutes les disciplines sportives entre guillemets, le corps c'est notre outil. Donc en fait, si l'outil est cassé, après, on peut plus travailler. Donc il faut savoir ménager ses outils et puis il faut surtout savoir en prendre soin. C'est C'est ça. important.
Et on prend déjà assez de risques en compétition et même en sparring des fois, de blessures pour rajouter du risque dans la pratique en général dans l'entraînement. Et du coup, si on parle des blessures et des gens blessés que tu as pu voir, est-ce que tu as une idée du type de blessure que tu as vu le plus souvent avec le nombre d'élèves que tu as eu ou que toi tu as pu avoir? Ben, en fait, il faut séparer en fait la particularité des arts martiaux par rapport au sport de combat. C'est qu'il y a une composante qui est une composante supplémentaire en fait dans le type de public surtout. C'est-à-dire qu'il y a autant de blessures que de types de public quasiment. Donc dans les sports de combat, on a deux types de public entre guillemets, c'est-à-dire qu'on a les gens qui font une pratique sportive compétiteur, et il y a des gens qui font une pratique loisir. Donc ça donne en fait deux façons de travailler un petit peu différentes. C'est-à-dire les loisirs viennent une fois ou deux par semaine, alors que les compétiteurs vont s'entraîner de façon intensive, quasiment tous les jours, dans un objectif bien précis. Donc en fait avec des plans de séance, avec des plans d'entraînement, avec des objectifs qui sont déterminés aux fonctions de la préparation. Dans les arts martiaux, c'est un petit peu différent. Il y a une troisième composante, c'est les gens qui viennent travailler. En fait, on a toujours les compétiteurs, on a toujours la pratique loisir. Et après, vous avez des gens dont avec l'âge, je fais partie. Et c'est des gens qui font ce qu'on pourrait appeler, c'est un bien grand mot, mais ce qu'on appelle le budo. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des gens qui vont venir s'entraîner, qui vont s'entraîner tous les jours, comme s'ils étaient compétiteurs, mais de façon moins intensive et surtout sans réel objectif. C'est-à-dire le but, c'est juste de pratiquer la discipline par elle-même. Donc c'est un peu à cheval entre la pratique loisir et la pratique compétiteur. C'est-à-dire qu'on n'est pas aussi dans une façon de travailler aussi intensive que les compétiteurs, mais on est dans une façon de travailler qui est plus intensive aussi que la pratique loisir. Donc on va s'entraîner tous les jours, un peu plus calmement, on va travailler une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure tous les jours. C'est un peu comme les gens qui chez eux font tous les matins la salutation au soleil ou des choses comme ça. C'est un peu le même type de yoga, etc. C'est un peu le même type de pratique. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une pratique qui est une pratique personnelle. Donc en fait, ça rajoute un petit peu, mais c'est vrai que ce public-là se blesse moins, parce qu'en fait, souvent, ce type de public, c'est des gens qui se connaissent déjà bien, qui ont déjà un certain nombre d'années de pratique. Donc en fait, il y a moins de risques de blessures. Donc c'est vrai que c'est les blessures que j'ai pu rencontrer, c'est surtout pour des gens qui avaient une pratique qui était intensive en approche de compétition. En fait, c'est plus des compétiteurs ou des athlètes qui étaient en préparation, soit des gens en pratique loisir, mais qui justement allaient au-delà de leurs limites. Donc, dans les sports de combat ou les arts martiaux, les principales blessures qu'on va rencontrer, c'est des blessures qu'on va dire, je ne sais pas si on peut appeler ça ponctuelles, mais c'est des blessures en fait, par exemple les traumatismes qui sont liés au combat, qui sont liés à l'échange avec un partenaire, ou qui sont liés à un instant T pendant l'entraînement. Ça, c'est le premier type de blessure. Et après, ça, c'est le premier grand type de blessure. Et après, il y a le deuxième type qui est les blessures sur le long terme. En fait, les arts martiaux ont une particularité, c'est que comme beaucoup de pratiques techniques, c'est-à-dire qui imposent une rigueur technique, c'est que on fait les mouvements, on va répéter les mouvements beaucoup de fois, on va faire énormément de répétitions. Donc de ce fait-là, en fait, on va user les articulations, on va user les ligaments, toute la structure du corps, et en fait, on va lui imposer une charge de travail qui n'est pas faite. C'est-à-dire comme un tiroir chez Ikea n'est pas fait pour être ouvert 25 000 fois, c'est la même chose pour le corps. Voilà, c'est pas normal de forcer, par exemple, sur une articulation 20 ou 30 fois plus que quelqu'un qui ne pratique pas. Donc, à un moment, on va se retrouver avec des usures au niveau des articulations. Alors ça, c'est les blessures, en fait. C'est les mécanismes de blessure. En fait, faut se dire une chose, c'est que la performance est délétère. C'est-à-dire qu'à partir du moment, et ça vaut pour tous les sports pratiqués à haut niveau, et en fait, le truc dans les arts martiaux, on le retrouve beaucoup, parce que même sans aller, comme tu disais, à haut niveau, on a énormément de gestes qui sont répétés pour accéder à avoir une bonne technique, et ça dans toutes les pratiques. Quelqu'un d'assidu va souvent se retrouver à faire énormément de tsuki en kion, choses comme ça. Et en fait, ça, c'est un des mécanismes de blessure. Le premier, ça va être les mécanismes d'usure, où on va retrouver tout ce qui est inflammation tendineuse, chondropathie, donc on abîme le cartilage si la pratique est pas adaptée.
Donc pour le cartilage, les problèmes de cartilage, ça va être souvent quand on va travailler à l'ancienne en faisant claquer les coudes sur un grand nombre de tsuki, ou alors sur les maegeri, ou si on enchaîne des sauts, où là on va venir abîmer notre cartilage. Et ensuite, le fait de toujours répéter ces mouvements-là, on va mettre notre posture, on va modifier notre posture, on va modifier notre équilibre structurel, ce qu'on appelle. C'est-à-dire que on va favoriser le développement de certains muscles au détriment. Au détriment, exactement, merci. Au détriment d'autres. Donc nous, en général, ça va être les muscles principalement de poussée, donc tout ce qui est sur les épaules, ça va être les pectoraux, parce qu'on fait beaucoup de pompes, on pense souvent à pousser et on frappe, parce que c'est la direction dans laquelle on va faire travailler notre muscle. Par contre, on fait très peu de tirage, donc on va avoir les épaules qui vont tomber en avant, et en plus, dans le kyoku, on doit fermer notre carapace. Dans notre garde, on doit ramener les épaules vers l'avant. Le fait de ramener tout le temps les épaules vers l'avant, on va courber le dos. Donc, sur des personnes qui vont pas avoir beaucoup de renfort, on va avoir des problèmes de dos qui vont arriver, de lombalgie. Ou alors, chez des sportifs, plus le côté compétiteur et dans la préparation physique, on va retrouver aussi énormément de tendinite aux épaules, de lésions autour des épaules, autour de la coiffe de rotateur, surtout en général le supraépineux, celui qui est juste là. Donc, si jamais vous n'arrivez pas à lever le bras comme ça et que vous avez une douleur quand vous faites ça, allez voir un kiné, ça peut être pas mal. C'est sûrement le supraépineux qui est touché. Donc voilà. Et le deuxième mécanisme lésionnel, ça va être les blessures soudaines, où là, comme ce que tu disais, on va arriver sur des phénomènes de surentraînement, on va avoir des lésions musculaires. Donc ça va être on va retrouver des claquages, on va retrouver, donc ça c'est souvent sur les membres membres inférieurs dans les arts martiaux, ça va être autour des adducteurs et des ischios. Et je perds mes mots. On est autour des membres inf. Et en fait, l'idée, c'est que ces lésions-là, elles vont arriver quand tu vas être fatigué, quand tu vas aller chercher un peu trop loin ouais, tu vas aller chercher un peu trop loin, tu vas être en surentraînement, tu vas être déshydraté, ou tu vas pas écouter les petites douleurs que tu as eues avant, ou les petites choses comme ça. Ce que tu me disais tout à l'heure en off, c'était vraiment ça, c'est qu'on a tendance dans les sports de combat et dans les arts martiaux à oublier de s'écouter, oublier la douleur, parce qu'on est des sports où on doit encaisser, où on doit prendre des coups, on doit s'habituer à la douleur. Et du coup, quand on commence à avoir une petite douleur à l'épaule, un signe d'inflammation, je vois que ça. Pardon, les commentaires sur ma coupe. Merci Freddy. Ouais. C'est marrant, sur la mienne, ils disent rien vu qu'il n'y a pas de coupe. L'avantage. J'aurais peut-être dû faire ça. Voilà. Mais du coup, on a tendance à pas s'écouter, et c'est là que ça empire, parce qu'une inflammation pas traitée va empirer et va s'aggraver, et on peut finir sur une rupture complète du tendon ou des choses comme ça, vraiment dans les cas les plus graves. Donc là, Après, je rebondis juste sur quelque chose en fait par rapport à ça, par rapport au fait de ne pas s'écouter. Il faut savoir qu'en fait, dans les arts martiaux, c'est quelque chose qui est inscrit génétiquement dans la création des arts martiaux, en fait. Dans le sens où les arts martiaux, comme son nom l'indique, c'est un art qui est martial, c'est un art de guerre, entre guillemets. Après, bien sûr, c'est devenu ce que c'est devenu en Occident, et avec plein de choses, c'est un autre débat. Mais en fait, dans l'ADN des arts martiaux, en fait, il y a quelque chose qui est de l'ordre du guerrier. Et un guerrier, logiquement, il ne doit pas avoir mal. Un guerrier ne doit pas avoir peur. Un guerrier, il ne doit pas renoncer. Il y a plein de choses qui font que malheureusement, parfois, on tombe un petit peu dans des choses qui sont extrêmes, en fait. Notamment, c'est marrant parce qu'en fait, je suis tombé sur une vidéo il y a 2-3 jours, on voyait des gars, je ne sais plus dans quel pays c'était, de Kyoku qui s'entraînaient, qui se collaient des grands coups de masse, de maçon, quoi. Enfin des grosses masses, ils se collaient des grands coups de masse dans la poitrine. Et il y avait des gens qui réagissaient en disant ouais, ça c'est du Kyokushin, etc. Alors que c'est quelque chose de complètement débile, dans le sens où on sait pertinemment que tu vas faire ça 10 fois, et peut-être dans 2-3 ans, tu vas avoir des lésions au thorax, ou à des endroits en fait que tu n'aurais jamais eu de lésions si tu n'avais pas fait ce type de conneries. Après,
c'est vrai qu'il y a un côté où dans les arts martiaux, on est obligé de ne pas s'écouter. Après, il ne faut pas trop s'écouter non plus. C'est-à-dire qu'en Ouais, fait, il y a un entre-deux à trouver, quoi. c'est un équilibre à trouver. Voilà. Mais néanmoins, il ne faut pas négliger effectivement les signaux qu'envoie le corps. En fait, les signaux qu'envoie le corps, c'est commencer à avoir des douleurs, commencer à être fatigué. C'est-à-dire qu'en fait, logiquement, être fatigué après l'entraînement, c'est normal. Par contre, être fatigué en dehors des entraînements, c'est-à-dire lors du repos, c'est-à-dire que c'est là que le surentraînement, de toute façon, c'est ça. C'est qu'en fait, le repos n'est pas suffisant par rapport à la charge d'entraînement. Et alors, c'est vrai que c'est pas comment dire, la période en ce moment, elle est particulière. Là, par exemple, je pense on va rentrer quand on va reprendre les entraînements, on va se retrouver avec des blessures de ce type-là. Les gens, moralement, ils sont fatigués. C'est-à-dire qu'il faut jamais sous-estimer le pouvoir, en fait, du côté moral, du côté du mental et de l'esprit, etc. C'est qu'en fait, quand on est fatigué, quand on est stressé et tout, bah, le corps, il aime pas non plus. Et on va se retrouver avec des blessures, voilà, qui sont des blessures de type ponctuel. C'est-à-dire qu'on va se retrouver avec des claquages, avec des trucs qui apparaissent bizarrement, on ne sait pas pourquoi, parce que moralement on va pas bien, parce que le corps suit pas derrière. Donc c'est pour ça que c'est important de s'écouter et de ne pas hésiter en fait à se reposer, c'est-à-dire à prendre du repos. C'est une des premières choses pour la récupération, c'est de se reposer, il n'y a pas de secret. Après, bon, je te laisse finir, mais après, c'est important de bien prendre conscience que dans les arts martiaux, il y a cet aspect-là, qui est l'aspect où on a un côté où on doit montrer qu'on est le plus fort. Voilà. Et ça, parfois, c'est pas, pour le corps, c'est pas ce qu'il y a de mieux, en fait. C'est pas l'idéal. Non, c'est pas l'idéal. Il y a des moments pour le faire. On peut le faire en compétition, à l'entraînement, c'est pas forcément le moment. Oui, voilà. Après, 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 le travail, la particularité du travail de compétition, c'est que c'est quelque chose qui est très spécifique. C'est quelque chose qui demande un investissement que demandera peut-être pas l'entraînement classique. Donc, en fait, déjà, mentalement, on est prêt à aller au-delà, parce qu'on est prêt, on est prêt, on est prêt à faire des sacrifices autres que les sacrifices physiques. C'est-à-dire, on est prêt à faire des sacrifices de temps, on est prêt à faire des sacrifices sur le travail et tout ça conditionne le fait que notre corps, il accepte aussi des choses que normalement, il n'aurait peut-être pas acceptées. Et c'est aussi parce qu'on accepte de faire des sacrifices au niveau du travail et tout, qu'on peut demander au corps plus, parce qu'on est moins investi dans d'autres choses, on libère de l'investissement, que ce soit mental ou physique, pour la compétition. Mais c'est important de s'écouter, mais pas trop. Voilà. Du coup, je vais rebondir sur la reprise, parce que c'est aussi le but de ces lives-là, c'est aider les gens à reprendre et surtout si je peux, les aider à résoudre des problèmes de blessure ou éviter d'être blessé, ce serait l'idéal. Du coup, surtout sur les reprises, ce que j'ai pu voir moi pendant le premier confinement, et pas forcément dans les arts martiaux, mais en muscu en général, même sur des coachs, hein, sur des professionnels. En muscu, les mecs qui sont arrivés, ça faisait 3 mois qu'ils n'avaient pas touché une barre, ils avaient envie de pousser. Il y a énormément de monde qui se sont mis à refaire de la force, à remettre les charges qu'ils avaient l'habitude de soulever avant le confinement. Et dès qu'ils sont arrivés en bas de leur squat, ou le lendemain, ils se retrouvent avec des douleurs pas possibles. Et c'était pas des courbatures, c'était des déchirures. Il y a eu des déchirures, il y a énormément de tendinites, de choses comme ça, parce qu'en fait, notre corps a besoin d'une adaptation. C'est un peu notre structure musculaire va s'adapter rapidement. Par contre, la structure tendineuse met beaucoup de temps à s'adapter. En fait, dès qu'on va venir mettre une charge ou mettre une intensité dans un entraînement, c'est nos tendons qui vont prendre. Et en fait, il faut y aller progressivement. C'est-à-dire que si on veut soulever très lourd, avant, il va falloir avoir fait un peu de volume et soulever plein de fois des charges un peu plus légères. Si je grossis le truc, plein de fois des charges un peu plus légères pour que nos tendons ils s'habituent à soulever des charges et ensuite aller chercher un peu plus loin. Et pour les arts martiaux, ça va être pareil. C'est-à-dire que si on reprend, si à la reprise, on se met directement à faire des milliers de tsuki dans le vide, des milliers de coups de pied de mawashi, Jodan, et on frappe à fond au sac et machin, et on repart en sparring, on va avoir beaucoup de casse. Et je pense qu'il sera assez important d'inclure un peu de renfort spécifique et d'aller vraiment crescendo dans la reprise. Surtout en Kyoku où les mecs ils ont pas tapé depuis quelques mois et ils vont avoir qu'une envie, c'est la bagarre. Disons que le confinement en fait qu'on vit actuellement, il faut repartir sur dès que la reprise va pouvoir se faire, parce que j'espère bientôt.
dès que la reprise va pouvoir se faire, en fait, il faut repartir il faut être dans l'état d'esprit d'une reprise en début de saison, en fait. Mm. C'est-à-dire que là, on s'est pas entraîné, entre guillemets. Alors, même si on voit, on fait des vidéos, même si on fait des entraînements, entre guillemets, en ligne, la technologie aujourd'hui, elle permet de faire ça, de continuer à s'entraîner, d'essayer de garder le contact. C'est pas la même chose que quand on s'entraîne en groupe. Il n'y a pas la même émulation, en fait, il n'y a pas le même travail. Et donc, quand on travaille en groupe, on a toujours tendance à aller un petit peu plus fort. Quand on travaille en groupe, on a toujours tendance à monter crescendo et à se pousser les uns les autres. Et même l'enthousiasme fait qu'on se pousse un petit peu plus fort. Mais néanmoins, il faudra juste avoir en tête, en fait, comme si on était rentré de vacances. Même si Mm. les vacances n'existent pas dans les arts martiaux. Si vous entraînez pas pendant les vacances, c'est pas bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que en fait, il faut imaginer voilà qu'on s'est pas entraîné pendant 2 mois, et donc effectivement, la reprise Mm. va être progressive. Il faudra qu'elle le soit, du moins. Si on veut pas que la coupure elle dure plus longtemps. Et du coup, pour revenir sur les blessures, toi, personnellement, tu as déjà été blessé? Enfin, Oui. quel type de blessure est-ce que tu as eu? Oh, oui, oui. En fait, les blessures, j'ai eu les blessures qu'on pourrait appeler ponctuelles, c'est-à-dire des claquages, des choses comme ça. J'ai eu des blessures qui ont été liées au traumatisme, c'est-à-dire qu'en fait, après une compétition ou après un passage de grade où les combats sont difficiles, sont durs, j'ai eu des blessures assez plus ou moins graves, c'est-à-dire j'ai eu des bras, je me suis cassé la main, j'ai eu des problèmes au niveau des pieds, etc. C'est-à-dire j'ai eu des blessures assez sérieuses. Mais après, pour l'instant, alors je touche du bois, hein, comme dirait l'autre. Pour l'instant, j'ai pas de soucis de blessures entre guillemets sur le long terme. Mais ça, c'est plus lié à la façon qu'on a de travailler en karaté Kyokushin, qui est un petit peu différente du karaté traditionnel, on va dire. Où en karaté traditionnel, on voit énormément de gens qui ont des soucis de hanches, qui ont des soucis avec le temps, qui ont des soucis où malheureusement, voilà, ils sont obligés de se faire poser, les cas extrêmes, c'est de se faire poser des prothèses et tout. Je dis pas qu'au Kyokushin, ça arrive pas. Mais nous, on a une façon de travailler qui est un petit peu plus, je vais utiliser un terme un petit peu plus ronde, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus circulaire, qui fait on rentre pas dans des extrêmes très carrés, très obtus, où justement on va en buter d'articulation, on arrête les mouvements en cours de route de façon très sèche, etc. Nous, on laisse plus les mouvements se faire de façon naturelle. Et ça évite les blessures, justement, ça évite prématurément les articulations. Donc, c'est vrai que ce type de blessure, je ne les ai pas trop eues, même si je ne te cache pas que le matin, quand je me lève, disons que je ne me lève pas en courant, disons que je ne saute pas les 2 pieds joints dans mes pantoufles. Je ne porte pas de pantoufles, c'est pas vrai. Mais je me lève pas d'un seul coup d'un bond et puis je ne me mets pas à faire ouf, comme ça et tout, comme je faisais à 20 ans. D'accord. C'est-à-dire que maintenant, effectivement, j'ai des ressentis, j'ai des soucis d'articulation parce que le corps, il a été usé avec les années de pratique. Après, les blessures graves, j'ai eu des ruptures des ligaments internes au niveau des articulations des genoux. Donc, mais ça a été la première fois que j'ai eu ça a été suite à un régime en fait. C'est-à-dire que j'ai été en période de régime pour perdre du poids, pour faire le poids, pour les compétitions, etc. Et je pense qu'il y a eu des carences parce que c'était notre époque où en fait il n'y avait pas tout le suivi qu'il y a maintenant, etc. Et c'est vrai qu'on faisait ça un petit peu à l'arrache entre guillemets. Et je pense qu'il y a eu des carences effectivement lors de l'entraînement en fait sur Amawashi. Mon pied restait figé sur le tatami et en fait mon genou a vrillé et là ça n'a pas ça a pas suivi. Donc j'ai pas fait d'opération, peut-être aussi mon tort. C'est-à-dire qu'en fait voilà le côté un peu on s'écoute pas et puis on est j'ai dit ça passera, ça va passer. Donc en fait je me suis pas réparé entre guillemets, c'est réparé tout seul on va dire. Enfin, c'est ce que je croyais, c'est ce que je crois toujours d'ailleurs. Et on est indestructible. Et il y a quelques années, en fait, le même genou, mais là, cette fois-ci, en faisant du foot, en jouant au football. En fait, voilà, j'ai fait un petit pif-paf, là, un petit 1-2 comme ça. Mon genou n'a pas voulu faire le même pif-paf que moi. Il est parti voir la demoiselle qui devait être là-bas à la buvette ou je sais pas où. Et en fin de compte, ça n'a pas aimé. Et là, par contre, j'ai mis plus de temps à m'en remettre. Ça a été relativement long. J'ai mis deux bonnes années, en fait. Parce que pareil, j'ai pas voulu me faire opérer. Donc j'ai mis 2 bonnes années avant de reprendre on va dire
une mobilité complète au niveau des genoux. Après, les blessures peut-être les plus marquantes que j'ai eues, c'est des blessures qui sont liées à la casse. Parce qu'en fait, dans notre discipline, on fait beaucoup de casse, c'est-à-dire on casse tout et n'importe quoi, tout ce qui peut être cassable. Et même tout ce qui ne veut pas se casser, on essaie de le casser. Donc en fait, il y a des fois ça passe et des fois ça passe pas. Et notamment les mains, j'ai les mains un peu abîmées, enfin un peu, j'ai les mains très abîmées même, parce que voilà, la casse sur les planches, la casse sur les briques, sur les tuiles, etc. C'est des choses qui le corps est pas fait pour ça. Hein. C'est pour ça qu'on a créé, que l'homme a créé des outils. Et en fait, mais on l'oublie vite. Et donc voilà, je me suis cassé les mains, j'ai des cales osseuses qui sont créées au niveau des poings, etc. Qui font que maintenant j'ai des petits soucis effectivement on va dire des rhumatismes, on va appeler ça, des choses qui font que j'ai mal aux mains. Enfin, voilà. Donc là on est encore sur de la blessure d'usure due à la pratique. Ouais, c'est ça. C'est ça. Il y a une question de Théo assez intéressante sur laquelle je vais rebondir, qui demande sur je vais te la lire, ça va être plus simple. Quand on est blessé à long terme, genre au genou, comment continuer à s'entraîner correctement sans empirer ses blessures? En fait, là où on a de la chance dans les arts martiaux, c'est que on a très peu c'est assez rare de se faire les croisés comme ce qu'a eu José. Donc là, on revient d'ailleurs sur ta blessure, sur ce dont on parlait tout à l'heure, sur la forme physique du combattant. Donc c'est que tu étais en carence, tu étais fatigué, sûrement un peu de surentraînement, et du coup, tes muscles n'ont pas réagi pour pour maintenir ton genou. Faut savoir que déjà, quand on est blessé, faut pas arrêter le sport. Quand vous avez un médecin, il commence à changer un peu de discours, mais souvent, à l'époque, on vous disait, ah, t'as une tendinite, faut arrêter le sport. Non, faut arrêter les mouvements qui font mal, faut arrêter les mouvements qui vont justement, qui étaient les lésionnels sur les tendinites, par exemple. Sur un genou comme ça, faut faire du renfort. Moi, je conseillerais du renfort spécifique sur le genou, donc renforcer à fond les moyens fessiers et les ischios, qui sont des muscles qu'on oublie de travailler justement dans les arts martiaux, parce que nous, on fait surtout des squats, et on pense surtout il faut que j'ai des grosses cuisses pour encaisser, mais mettre des ischios pour tenir le genou, avoir des ischios pour tenir le genou, on l'oublie. Et du coup, après, ça va être pour adapter ta pratique, du coup, si tu fais tu vas plus te concentrer sur de la technique, tu vas plus te concentrer sur peut-être des déplacements, mais sans combat. Éviter les combats où tu vas être en position de te mettre en danger, où tu vas avoir de la douleur. Toujours rester en contrôle de ta blessure. C'est-à-dire que si tu n'es pas sûr de ton genou et qu'il flanche et que tu as des douleurs, tu vas d'abord travailler tout seul ou travailler au sac, éviter de percuter sur ton genou. Et ensuite, au fur et à mesure, tu vas rajouter des perturbations. Donc, ça va être un partenaire qui va venir te perturber, mais une fois que ton genou sera bien renforcé. Donc, l'idée, ça va être travailler tes katas en faisant attention sur les rotations ou des choses comme ça. Après, ça dépend à quel stade tu es de la blessure et à quel stade tu es de ta rééducation. Mais le conseil que je donnerais aujourd'hui, c'est arrête pas de t'entraîner, mais travaille en sécurité. Je sais pas si c'est clair comme conseil. Si, ça me paraît bien. Il n'y a personne qui est dans. Enfin, il faut aussi se dire que personne n'est dans le corps ou dans la tête de quelqu'un. C'est toujours simple facile de donner des conseils, mais la personne qui est le plus à même de savoir ce qu'elle peut faire, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est la personne elle-même. Donc, il est évident qu'il ne faut pas forcer sur une blessure. C'est-à-dire, il ne faut pas continuer à faire le mouvement qui fait mal. Mais c'est vrai que, au même titre que quand on a mal au dos, il ne faut pas s'arrêter de bouger. Pour le reste, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que tu as tout à fait raison dans le sens où il ne faut pas arrêter de s'entraîner. Il faut juste s'entraîner différemment de façon à renforcer ou à mobiliser des muscles ou des structures musculaires qui vont permettre d'alléger la charge de travail sur l'endroit qui fait mal, en fait. Et l'avantage aussi des arts martiaux, quelque part, c'est qu'on n'est pas figé sur une pratique. Quelqu'un qui fait du tir à l'arc, s'il est blessé au niveau des épaules, qui est quelque chose qui arrive souvent, qui est par exemple séduit à la répétition du mouvement, il est blessé au niveau de l'épaule, s'il est blessé au niveau de l'épaule, il ne peut plus tirer à l'arc. Donc là, par contre, lui, il va être bloqué au niveau de son travail.
Par contre, l'avantage qu'on a, c'est que si on peut plus mettre on peut plus mettre de coups de pied, ben, on peut toujours travailler les points. Si on peut plus mettre de coups de poing, on peut toujours travailler les jambes, on peut toujours travailler les katas, on peut toujours travailler. Donc en fait, on a toujours une façon, on a toujours quelque chose qu'on peut de toute façon mettre en application, mettre en action pour continuer à travailler, pour continuer à s'entraîner. Après, il est évident que quelqu'un, quand moi à mes cours, je demande, je sais pas moi, de faire des appuis faciaux, des pompes, de faire des squats ou de faire des choses comme ça, si quelqu'un est blessé de lui-même, voilà, il va faire un autre exercice ou je vais lui demander de faire autre chose. Mais il est clair que je ne peux pas demander à quelqu'un qui a mal au dos de se mettre en équilibre sur les mains pendant 2 minutes, c'est pas possible. Donc après, c'est au professeur de savoir aussi se mettre, de s'adapter à son élève. Voilà, et ça, c'est quelque chose qui a évolué avec le temps, justement. Je pense que il y a quelques années, quand moi j'ai commencé le karaté, etc., en fait, les gens n'étaient pas autant à l'écoute des élèves. Alors, c'est peut-être un bien, c'est peut-être un. Moi, je pense que c'est un bien. D'autres personnes vont vous dire que ben non, c'était mieux avant, justement, parce que c'était plus. Voilà, mais moi, je trouve que c'est un bien dans le sens où la pratique a évolué. Les techniques d'enseignement, les techniques d'entraînement, etc., en fait, ont évolué de façon à qu'on puisse s'entraîner aussi bien qu'avant, voire même être plus performant qu'avant. Parce que, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, c'était pas mieux avant. Je pense que maintenant, les athlètes, je parle des compétiteurs, hein, je pense que les compétiteurs actuels sont largement au-dessus de ce qui se faisait avant. Pourquoi? Parce qu'on est mieux entraîné, justement, parce qu'on est mieux préparé au niveau mental, on est mieux préparé au niveau nutrition, on a plus d'aide au niveau des tutos, au niveau même des ressources qu'on a via le web ou via même la formation des professeurs, des coachs. En fait, les gens sont mieux formés qu'avant, ils sont plus performants qu'avant, donc ils sont, ne serait-ce que physiquement, maintenant, on regarde les compétiteurs de maintenant. Moi, à mon époque, moi j'étais en poids lourd, il y avait un gars qui était bodybuildé, le reste, on était des mecs normaux, mais costauds, mais normaux. Maintenant, les 3/4 des gars, c'est des gars qui sont des machines de guerre. Hein. Donc, c'est un bien. Mais ça, justement, c'est là où le côté sportif a apporté quelque chose de bien à l'enseignement. C'est que c'est le côté, c'est la compétition, c'est l'aspect sportif qui a amené tout ça. C'est l'aspect sportif qui a amené le fait d'améliorer les techniques d'entraînement et surtout je dirais même plus qu'améliorer, c'est-à-dire qu'en fait, d'abandonner certaines choses qu'on faisait avant qui étaient ultra mauvaises et qu'on pensait que ça allait nous endurcir au niveau du mental, qu'on pensait que ça allait nous endurcir au niveau du corps, etc. Mais au contraire de ça, ça nous faisait que… Alors oui, sur le moment, ça endurcit, c'est sûr. Faire 500 ou 600 pompes dans un cours sur du gravier ou sur du verre-pied ou je sais pas, enfin, c'est sûr que à l'instant T ou une semaine après, on est dur mentalement, on est là, ouais, j'ai réussi à faire ça, donc je vais pouvoir aller me taper voilà, avec n'importe qui. Sauf que 6 ans après, je s'en souviens encore, peut-être des pompes sur le gravier, et voilà. Et donc, tout dépend de l'optique qu'on a en fait dans la pratique. Mais c'est vrai que là, on a un peu dévié de la question de Théo, mais ça rejoint un peu la même chose, c'est que il faut savoir adapter son travail en fait en fonction de la blessure. Et l'avantage des arts martiaux, l'avantage des sports de combat, c'est tout dépend du sport, de la discipline, mais les arts martiaux, l'avantage, c'est qu'il y a toujours les katas, il y a toujours le kion, il y a toujours, ne serait-ce que visualiser ce qu'on est en train de travailler. Ça fait qu'on n'est pas obligé forcément de solliciter le muscle On peut très bien s'entraîner avec une jambe cassée, il n'y a pas de problème. On peut très bien s'entraîner avec un bras cassé. Alors après, évidemment, on ne peut pas faire de combat, c'est autre chose. Mais on peut très bien s'entraîner et puis développer d'autres choses, développer d'autres muscles, etc. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, ils ont dû voir passer d'ailleurs à ce propos-là des vidéos sur Théo, où Théo, justement, quand il avait son épaule qui était foutue, pardon, parce que maintenant elle va mieux, son épaule, et il était à 6 semaines post-opération, et donc très peu de mobilité sur l'épaule. On voyait plus que l'os, il n'y avait plus de muscles, mais on a quand même réussi à travailler. Donc, en termes de conditions physiques et de renfort, on était surtout sur les membres inférieurs. Et par contre, les membres sup, je lui faisais travailler ses katas, toujours. Donc, moi, j'avais inclus dans des circuits des mouvements où on va venir justement travailler sur sa mobilité et qui lui rappellent le kata, donc pour lui garder une pratique. Et je pense que quand on est blessé, continuer à garder une pratique de son sport, surtout quand on est amoureux de notre sport comme on peut l'être, c'est important pour le moral.
Bah, c'est ça. C'est-à-dire, c'est qu'en fait, c'est que Tout à l'heure. le pire ennemi du corps, c'est ce qu'il y a là-dedans, en fait. Mm. Donc, si un des symptômes du surentraînement, par exemple, c'est la dépression. C'est-à-dire qu'il y a énormément de gens qui sont en surentraînement, qui ont des soucis dépressifs, etc. Pourquoi? Parce qu'en fait, comme le corps va pas bien parce qu'on est surentraîné, ben en fait, la tête va pas bien. Le problème, c'est qu'après, on auto-alimente ce phénomène qui est que si ça va pas bien là, le corps va pas bien. Le corps va pas bien, ça va pas bien là. Et en fin de compte, on ne fait qu'auto-alimenter ce problème. Et c'est pour ça que c'est important en fait d'avoir conscience du souci et surtout le prévenir à temps. C'est-à-dire qu'en fait, il faut pas ignorer les signaux, il faut pas forcément les écouter, mais il faut pas les ignorer parce que les ignorer, ça veut dire qu'on met un chiffon dessus, on les voit plus. C'est un peu quand on se met des œillères, on dit oh là là, j'entends rien, je veux pas voir, etc. Voilà. Bah, c'est un peu ce problème-là. C'est que on peut très bien les voir. C'est comme quand on est dans son véhicule, on est dans sa voiture, il y a un voyant qui s'allume, on peut très bien le voir, et puis dire bon, c'est pas grave, je continue à rouler. Par contre, je sais que le voyant il s'allumait et qu'il va falloir que je fasse attention à un moment ou à un autre. Par contre, si on met le voyant et on met un morceau de scotch dessus pour pas le voir, on se dit mais non, il est pas allumé le voyant. Au bout d'un moment, on va péter le moteur, on va péter, je sais pas, je suis pas mécanicien, mais peu importe. Mais voilà, donc et le corps, c'est un peu pareil. Donc c'est pour ça que c'est important de travailler avec des gens comme toi, par exemple, parce que le fait le travail après la blessure, c'est peut-être celui qui est le plus important en fait. Parce que c'est plus que la récupération physique, c'est surtout là-dedans que ça va jouer aussi. C'est-à-dire qu'en fait, ça va amener une confiance dans le travail, dans le muscle. On a travaillé ensemble par rapport à une épaule. Moi, il y avait des mouvements, j'arrivais pas à les faire, mais c'était là-dedans que ça bloquait, c'était pas là. Hein. Je pense que quand tu travailles avec quelqu'un qui fait de la réalisation comme tu fais, etc., ça apporte justement le fait qu'il y a un regard extérieur qui nous dit ben, on peut le faire. Et c'est peut-être 50%, 70% du travail, quoi. Alors, il y a Jérémy. Hervé, j'ai vu ta question, je peux répondre un peu plus tard. On va parler un peu des étirements et ça va t'aider. Jérémy qui demande ce qu'on pense des protections en entraînement. Qu'est-ce que tu penses, Sensei, des protections en entraînement? Je suis pour. Tu es pour. Alors, disons que je suis pour, mais les protections en entraînement, c'est quelque chose qui va permettre de travailler fort sans risquer de se blesser. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va permettre d'enlever l'inhibition qu'on va avoir à frapper, en fait. Parce que parfois, on pense que les gens ont peur moi, c'était mon cas, par exemple, en compétition, les gens, ils pensent qu'on a peur de combattre parce que l'autre va nous faire mal. Non. Moi, personnellement, quand j'allais en compétition, c'est que je me disais, est-ce que je vais être capable de frapper assez fort pour lui faire mal, en fait? C'est-à-dire qu'on a cette trouille, on se dit, est-ce que je vais pas être bloqué physiquement par le fait de frapper? En fait, le fait de travailler avec les protections, ça permet d'enlever cette barrière et surtout de se mettre dans des conditions qui se rapprochent le plus de la condition de la compétition, la condition du combat en compétition ou de l'affrontement physique. Après, la seule chose qui effectivement pose problème, c'est que le fait de travailler avec des protections, en fait, on enlève le côté sensation au niveau de la douleur. Donc effectivement, quelqu'un qui travaille tout le temps avec des protections, il va se retrouver face à un autre problème, c'est que le jour où il combattra sans protection, ça va lui faire bizarre. Parce qu'il va se dire, ah, ça fait pas pareil, mais au niveau des coups. Donc, moi, je suis pour le travail avec des protections, un maximum de protection. Ça permet d'éviter de se blesser. Parce que il y a aussi un truc qu'on n'a pas abordé, c'est que le fait de se blesser, c'est une perte de temps. C'est une perte de temps. Alors, pour quelqu'un qui travaille dans l'esprit loisir, dans l'esprit, entre guillemets, budo, comme je dis tout à l'heure, le temps, c'est pas grave. C'est une notion qui est pas... s'en fout. Quelqu'un qui fait du loisir, il peut très bien se dire, j'arrête 15 jours, et je reviens, voilà, je serai un petit peu moins en forme, et tout quelqu'un qui s'entraîne dans l'optique de travailler toute sa vie, de faire du karaté toute sa vie, il a toute sa vie pour faire du karaté. Par contre, un compétiteur, lui, il a des échéances. Il va se dire, voilà, dans un mois, j'ai une compétition. Le problème, c'est que s'il se blesse pendant 15 jours, 3 semaines, il va rien faire. Ou il va faire, mais autre chose, comme on a dit tout à l'heure. Et du coup, ça va lui faire
un gros problème dans sa préparation. C'est pas pour rien que quand les compétiteurs professionnels, c'est-à-dire les combattants professionnels, ce qui n'est pas notre cas, mais les combattants professionnels en UFC ou en boxe, etc., s'ils se blessent 3 semaines avant une échéance, ben souvent l'échéance elle est annulée ou elle est reportée à une date ultérieure, c'est-à-dire 1 mois, 2 mois après, pour qu'il ait le temps de se repréparer. Parce que cette perte de temps-là, malheureusement, il ne pourra jamais la rattraper. Donc en fait, c'est pour ça que les protections, c'est quand même très très important. Après, il ne faut pas faire que du travail en protection. Moi, je pense que le travail avec les protections se fait lors de la préparation du compétiteur. Et après, il faut quand même qu'il trouve des moments dans la saison ou des hors compétition où il peut effectivement travailler sans protection. Mais pour travailler sans protection, on peut très bien travailler sur les PAO, etc. C'est pas obligatoirement. Moi, par contre, sur les PAO, c'est-à-dire sur les protections, les outils de frappe, les boucliers, etc. Là, par contre, je préconise de travailler sans protection. Parce que c'est là qu'on va avoir les sensations. Par contre, dès qu'on travaille à deux, là, il faut mettre des protections parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une blessure qui, elle, pour les compétiteurs, va être handicapante au niveau du temps de la préparation. Et que ce soit pour les compétiteurs ou pour les débutants, je pense qu'un débutant qui vient à un cours le lundi, qui fait du sparring et qui se retrouve à boiter et du coup vient pas le vendredi parce qu'il est encore en train de boiter, il a peur et il revient le lundi, mais avec une appréhension, vaut mieux qu'il ait toutes les protections et qu'il vienne lundi, vendredi, enfin tous les cours et qu'il fasse du sparring tout le temps et du coup il va progresser aussi beaucoup plus vite pour avancer. Bah, excuse-moi, ça rejoint un peu le fait de. Là, je vais prendre le point de vue du professeur, l'enseignant. En fait, le fait de combattre plein pot, c'est-à-dire de combattre comme si on était en compétition, c'est bien avec un certain type de public. Le souci, c'est qu'il y a des gens, ils apprendront, on pense qu'ils vont apprendre quelque chose, mais ils vont rien apprendre du tout. Hein. Vous tapez sur quelqu'un, c'est pas parce que vous lui tapez fort dessus qu'il sera meilleur demain. C'est-à-dire qu'en fait, lui, c'est pour ça qu'on fait ce qu'on appelle des randori, c'est-à-dire des échanges techniques, et pas des comités. Un comité, c'est un combat où on frappe comme en compétition. C'est-à-dire le but, c'est entre guillemets, de mettre hors combat la personne que vous avez en face de vous. Ça devient un adversaire. Un randori, c'est un échange technique. C'est-à-dire que les deux travaillent, c'est un partenaire. Et l'idée, c'est de travailler comme en compétition quasiment, mais en gardant à l'esprit que lui doit progresser et que moi aussi je dois progresser. La compétition, c'est autre chose. La compétition, c'est une confrontation physique où il faut être le meilleur. Donc, d'un point de vue pour un professeur, c'est important que les gens portent des protections parce que ça va justement enlever cette barrière qui est la barrière émotionnelle, la barrière de la peur. De quelqu'un qui a peur, il n'apprend pas. Quelqu'un qui a peur ne progresse pas. C'est pas possible. Donc, et surtout, il n'aura plus envie de venir en fait. Donc on va perdre les adhérents. Je sais que c'est pas facile en ce moment, mais comment dire, voilà, c'est pour ça que moi je pense que le travail avec les protections c'est quelque chose qui est très très important, qu'il faut quand même essayer c'est fini le tour, on se collait des coups de tibia contre les poteaux et on se collait des coups de poing contre les murs pour voir pour s'endurcir. Ça c'est passé ce temps-là. Maintenant, on a compris qu'il fallait se protéger. Tous les grands compétiteurs, quand vous les voyez, tous les grands champions, quand vous les voyez travailler à l'entraînement, ils portent des protections. Hein, donc, c'est même que tu regardes, moi je me rappelle quand je m'entraînais chez Lucian, il mettait même un plastron à l'entraînement. Lui, il mettait un plastron, c'est-à-dire que moi, son élève, je risque pas de lui faire mal enfin, je me suis toujours dit ça, je fais, mais pourquoi il met un plastron? Parce que je risque pas de lui mettre un KO au foie quand même. Enfin, c'est Lucian, quand tu lui tapes dessus. Mais toi, ça te permettait de travailler fort. Mais ouais, et lui, il était sûr de pas avoir de problème et il était coquette partout. Et voilà. Du coup, là, je vois que le temps passe. Je voulais juste, il y a deux, trois points que je voulais aborder avant qu'on finisse. Il nous reste un petit quart d'heure. Ça va juste nous laisser le temps de faire ça. Moi, j'aurais bien voulu faire un peu de sensibilisation pour ceux qui enseignent et même pour les pratiquants en général sur ce que j'appelle le screening des élèves. C'est repérer des élèves qui vont avoir des comportements, des préférences de mouvement, en fait, on appelle ça, lésionnelles. C'est-à-dire qu'il y a des trucs où il va falloir faire gaffe, c'est les élèves qui vont avoir les genoux qui rentrent sur les squats, typiquement. Alors ça, on le dit souvent, mais pourquoi est-ce que c'est un problème? C'est parce qu'en fait, on risque d'avoir des problèmes sur les ligaments. Sur les ligaments croisés, on risque de venir léser le genou et les cartilages. Avec les genoux qui rentrent. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut faire attention. Et en fait, pour ça, il y a ça peut venir de plein de choses. Un genou qui va en valgus, ça peut venir
des fessiers qui peuvent être faibles, ça peut venir d'une cheville qui s'écrase. Mais il y a des petits conseils comme ça, et moi je vous encourage à vous renseigner là-dessus, sur les mouvements lésionnels et sur les mouvements et les patterns qui peuvent être dangereuses, pour vraiment prévenir de ces choses-là. Et en fait, le truc tout bête qui serait sur le genou, c'est juste indiquer à l'élève, mettre les pieds parallèles, visser les pieds dans le sol et essayer de garder toujours les genoux vers l'extérieur. Et ça, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, et on va préférer, on veut que notre élève il soit fatigué à la fin du cours, parce que l'objectif c'est de le faire travailler, mais par contre on ne va pas forcément penser à bien le corriger, le guider, et ça sur plein de petites choses. Et pareil sur le travail de Kion, pas forcément chercher à claquer les coudes, toujours penser à quand on fait faire un mouvement, qu'est-ce qui peut arriver, quelles blessures on peut avoir, qu'est-ce que je peux adapter, comment je peux adapter mon exercice pour éviter qu'il soit dangereux. Sur tous les mouvements, par exemple, c'est tous les mouvements d'échauffement, je vois encore beaucoup de choses sur Internet, surtout. J'en ai encore vu la semaine dernière. Surtout les lutteurs, c'est un exercice de lutteur, il me semble, où ils viennent se poser sur la tête pour renforcer les cervicales, pour éviter de tomber KO. Et ça marche. Il y a aussi des boxeurs qui font ça pour éviter de tomber KO. Ils veulent renforcer les cervicales. Donc, ils s'allongent à l'envers, ils posent la tête, ils poussent sur les pieds, ils se mettent en pont. Et il y a tout le poids du corps qui est sur la tête, avec les cervicales comme ça. Et la tête, elle se met à bouger. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, ils se mettent tout le poids sur les cervicales pour renforcer. Et ça, c'est ultra lésionnel sur les cervicales. Surtout que notre objectif, nous, pour éviter de tomber KO, c'est pas que notre tête elle soit forte à faire ça, ok? C'est justement éviter que notre tête fasse ça quand on se prend un coup, pour éviter que le cerveau bouge et pour que ça reste bien en place. Donc là, moi, je conseillerais plutôt de travailler sur un mode de contraction qu'on oublie beaucoup, c'est l'isométrique. Donc on le connaît sur la planche, on le connaît sur la chaise, mais vous pouvez le faire aussi sur la nuque. C'est-à-dire que vous mettez juste le front contre un mur, vous vous inclinez de plus en plus sur le mur, ok? Donc là, c'est ma tête, là, c'est mon mur. Et là, je suis bloqué. Et là, tout le poids est sur ma nuque, mais il n'y a pas de mouvement. Si ma nuque est serrée, je ne vais pas venir léser mes cervicales. Et là, je vais venir renforcer vraiment tous les muscles qui vont venir protéger, qui vont venir bloquer le cou. Et là, je vais vraiment renforcer ma nuque à un choc. Donc, pour encaisser, pour éviter de bouger la tête dès qu'on se prend un coup, et qui peut nous aider à éviter le chaos. Et pareil, même chose sur les abdos. Aujourd'hui, on voit toujours beaucoup de gens qui font des crunchs. Les crunchs, on travaille le grand droit. Le grand droit, c'est les tablettes de chocolat. Et le problème, c'est que ces tablettes-là, elles servent à rien en boxe et en arts martiaux. Parce qu'en fait, on fait jamais ça. Parce que le mouvement des crunchs, c'est une flexion de tronc. Et on fait jamais de flexion de tronc, à part pour mettre un coup de boule, quoi. Et en fait, nous, ça va être surtout les obliques qu'on va vouloir travailler et le transverse. Parce que ce qu'on veut, c'est que la liaison entre les hanches et les épaules soit super forte. Parce que c'est plus notre sangle abdominale va être forte, plus la force des hanches pour mettre un tsuki, par exemple, plus la force que je vais mettre dans mes hanches va être reliée à mes poings. Et en fait, si j'ai des épaules, si j'ai des bras forts, des cuisses fortes, mais que j'ai pas d'abdos, quand je vais passer mes hanches, bah en fait, au milieu, c'est comme si j'avais un pont, un chemin de fer, et j'ai un rail là, mais il manque un bout en fait de ma chaîne. Donc mon cou, il va perdre de la puissance. Et si j'ai un transverse, le transverse, c'est le muscle des abdos qui fait tout le tour de la sangle abdominale, qui nous permet d'expirer et qui retient les viscères. Et c'est un muscle profond et qui, pour moi, est super important à renforcer dans les arts martiaux pour justement garder de la puissance et du kiné. Et ça vaut pour les katas comme pour le combat. Et pour ça, je vous conseille de regarder un peu tout ce qui est exercice type Pall of Press. Sur YouTube, vous tapez, vous allez trouver à fond. Et en fait, c'est des exercices qu'on appelle en anti-rotation. C'est-à-dire que vous cherchez un moyen de créer une rotation au niveau de votre tronc et vous allez le travailler en bloquant justement cette rotation-là. Et du coup, pour éviter, parce que du coup, le danger aussi des crunchs, non seulement c'est pas forcément utile pour nous, à part pour le bodybuilding et être beau pour avoir des tablettes de chocolat sur la plage, c'est toujours cool.
Mais il y a aussi beaucoup de risques de lésions sur les cervicales, sur la colonne, et également pour les femmes des descentes et pour les hommes des descentes d'organes. J'ai déjà travaillé avec un mec qui avait une hernie linguinale, c'est l'équivalent de la descente d'organes pour les hommes. C'est pas rigolo, c'est pas rigolo à voir. Donc autant Rien que le nom déjà est pas rigolo. De quoi? Rien que le nom déjà est pas rigolo. Alors ouais, me demande pas de l'écrire par contre. Mais en fait, ouais, dans l'idée, toujours dans l'idée de gagner du temps sur une préparation physique, parce que si on revient sur la préparation physique, donc l'objectif du préparateur physique, c'est d'éviter la blessure et de préparer le combattant rapidement et le plus efficacement possible. Donc du coup, si vous voulez frapper fort, être efficace rapidement, les crunchs pour bosser les abdos, c'est peut-être pas la bonne idée, mais plutôt du travail en anti-rotation pour justement maximiser ce travail abdominal et qui va être en liaison avec les coups et notre pratique. Et la dernière petite chose, que je ne sais pas si tu as une expérience là-dessus, José, sur ce que je suis en train de dire. Sur le non, pas de commentaire. Ok, c'est parfait. Je découvre des trucs en plus. Donc. Et le dernier petit point que je voulais aborder, qui me fait toujours marrer dans les arts martiaux, c'est les étirements. Parce que on entend plein de choses et on voit plein de choses sur les étirements. Déjà, je voulais casser un premier mythe. Les étirements, c'est pas bon pour la récupération. En fait, pour comprendre le truc, un étirement, on tire sur le muscle, on déchire des fibres. Donc du coup, si vous gardez ça en tête, on déchire des fibres pour que le muscle grandisse et refasse d'autres fibres entre les deux pour qu'il devienne de plus en plus long. Quand on travaille notre muscle, quand on fait des squats par exemple, ou quand on fait des tsuki, des choses comme ça, on va déchirer des fibres. Donc en fait, on déchire des fibres, on déchire un truc qui est déjà déchiré, donc on va mettre encore plus de temps à se récupérer. Donc du coup, les étirements en début d'entraînement, parce qu'on voit souvent ça dans plusieurs dojos et dans plusieurs choses, chez plusieurs pratiquants, pardon. C'est les personnes qui vont rester pendant 10 minutes en grand écart avant l'entraînement, avant le cours. Ça, c'est pas forcément une bonne idée parce que vous n'allez pas échauffer votre muscle. Au contraire, vous allez l'endormir. Le but de l'échauffement, c'est d'amener le but des étirements début de course qu'on va chercher à faire, ça va être de monter la température dans le muscle. Et pour ça, on va chercher plus des étirements courts de quelques secondes, de 5 à 10 secondes, pour détendre un peu. Et après, ça va être chercher à mélanger la contraction et l'étirement, ce qu'on appelle le contract relâche étire. Ça va être, je vais chercher à contracter mon muscle, je relâche et ensuite je vais le tirer et je vais revenir le contracter. Et ça va nous permettre d'amener du sang dans le muscle, le tirer, et amener du sang dans le muscle, le tirer. Et ça va permettre vraiment de l'échauffer correctement. Et ensuite, le balistique, c'est là où on va venir lancer notre jambe et la laisser revenir, lancer notre jambe et la laisser revenir. Ça va être des choses qui vont être assez efficaces dans l'échauffement. Si vous voulez utiliser les étirements dans l'échauffement. Et ensuite, l'idéal, quand on parle d'étirement en arts martiaux, c'est souvent pour avoir le grand écart, pour avoir monté les jambes plus haut. Ça, si vous voulez optimiser votre souplesse, soit vous le faites en fin de cours, on le fait souvent en fin de cours, mais comme je vous disais tout à l'heure, c'est que vous allez tirer sur un muscle qui est déjà déchiré, donc risque de blessure supplémentaire, et vous allez récupérer moins vite aussi. Du coup, c'est pas forcément l'optimum. Par contre, vous allez déchirer très facilement parce que c'est déjà déchiré, donc vous allez gagner un peu plus. Mais il faut être prudent là-dessus. Par contre, l'idéal, ce serait de faire une séance à part d'étirement, en fait. Les étirements, il faudrait voir ça comme un entraînement à côté, si on veut vraiment optimiser le truc. Et là, on peut rester pendant un quart d'heure en grand écart, histoire de gagner en longueur. Mais et le dernier petit point, ce serait aussi de dire, quand on parle d'étirement, on pense toujours les jambes. Mais justement, si on veut éviter les blessures d'épaule, et si on veut éviter ces mouvements d'usure que je parlais tout à l'heure de posture avec les épaules en avant, parce qu'il faut avoir les épaules en avant pour le sport, mais dans la vie de tous les jours,
On va éviter ça pour éviter de se blesser encore plus. Et toujours dans l'idée d'être le plus performant possible. Du coup, n'oubliez pas d'étirer le haut du corps. N'oubliez pas d'étirer les pecs. N'oubliez pas d'étirer les deltoïdes. Donc pour ça, c'est assez simple. Hein. Le pectoral, il fait ça pour étirer un muscle. Si le muscle, quand on le contracte, il fait un mouvement, bah, emmenez-le sur le mouvement inverse. C'est-à-dire que là, les pectoraux, l'objectif, c'est de ramener le bras vers l'intérieur. Pour les tirer, vous allez aller chercher le bras sur l'extérieur. C'est des petites choses comme ça. Et surtout, c'est des routines à inclure dans sa pratique, je pense, pour éviter des problèmes et des dégénérescences musculaires ou tendineuses qui peuvent être problématiques à force. Donc voilà, donc pour répondre à... Je vais juste rebondir un petit peu sur le travail de la souplesse, parce que c'est quelque chose qui est très important, c'est quelque chose qu'on voit énormément dans les sports de combat ou dans les arts martiaux, notamment qui mobilisent les 4 membres. En fait, il faut savoir que la souplesse, c'est un travail de longue haleine, en fait. Les gens ont tendance à vouloir aller trop vite. Faire le grand écart, déjà, voilà. Ça peut être un objectif. Le souci, c'est qu'il y a des gens qui physiquement ne pourront jamais faire le grand écart. Donc pourquoi? Parce que la structure osseuse est faite de telle façon. Vous avez des gens qui ont des hanches qui malheureusement, alors oui, pourront peut-être faire le grand écart qu'on appelle costal, c'est-à-dire sur le côté, mais par exemple pour faire le grand écart facial, qui est le grand écart que tout le monde veut faire, parce que c'est le plus impressionnant. Mais comment dire, la souplesse, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. Il faut pas être pressé, comme dans les arts martiaux en général. Il faut pas être pressé. Si vous êtes pressé, on ne travaille jamais bien dans l'urgence. Donc en fait, c'est quelque chose qu'il faut prendre le temps, petit à petit, et c'est important, voilà, justement, comme tu disais, d'être conscient, d'être à l'écoute et de ne pas forcer. Souvent, on voit les gens qui font des mouvements, entre guillemets, comme on dit, faire le papillon là, avec les pieds, comme ça, et quelqu'un qui arrive, se met dessus, il appuie avec les pieds pour que les genoux touchent le sol, il n'y a rien de pire. Pendant des années, on l'a fait en pensant que ça faisait quelque chose de bien, mais non, c'est... On risque plus de blesser les gens qu'autre chose. Voilà, c'est contre-productif et c'est pas pour autant que vous serez plus souple. Mais par contre, si vous faites ça progressivement, si par exemple vous prenez le temps, vous mettez les fesses contre un mur, les pieds descendent, les jambes descendent naturellement, le poids des jambes naturellement vient écarter petit à petit, et vous faites ça tous les jours, au bout d'un moment, vous allez avoir des résultats. C'est comme tout. Par contre, il faut prendre le temps. Et surtout, il faut être patient. C'est peut-être la chose la plus... Pour éviter les blessures, il n'y a rien de mieux que la patience. En fait. C'est ça. Après, du coup, pour rebondir sur le côté patience, dans la pratique de l'étirement, le côté donner des à-coups, chercher à amener la tête le plus loin possible, essayer d'aller attraper le pied, ces choses-là, en général, vous allez plus vous blesser au niveau des vertèbres plutôt qu'étirer votre muscle. Le placement de bassin pour l'étirement du bas du corps, réfléchissez pas mal à votre placement de bassin et avant de chercher à aller attraper votre pied, essayez de bouger votre bassin pour augmenter l'étirement. Alors du coup, là, ça peut paraître assez abstrait, mais essayez de prendre conscience de ce que vous faites quand vous vous étirez, sentir ce que vous voulez tirer, placer votre bassin et sentir quand vous bougez votre bassin si ça étire plus ou moins, suivant la position, et jouer là-dessus pour les étirements plutôt qu'aller essayer d'aller trop vite et d'aller étirer. Après, d'un côté, moi, les étirements, je les vois plus pour un côté santé. Donc, un côté pas éviter d'avoir des problèmes de dos, par exemple, pour les ischios, éviter d'avoir des problèmes d'épaule au niveau des pecs, des choses comme ça, des raideurs. Pour la performance, je vous parlerai plus de mobilité. Parce qu'en fait, quand vous mettez un coup de pied, quand on est en grand écart, c'est de la souplesse. La souplesse, c'est sans activation musculaire. C'est-à-dire que on vient juste tirer sur notre pied et il n'y a pas de muscle autour qui se contracte pour le faire activer un mouvement. Quand on met un coup de pied, il faut de la souplesse, mais on parle plus de mobilité parce qu'on a notre moyen fessier qui est venu lever notre jambe, on a tous nos muscles qui se sont activés. Et c'est pas parce qu'on est souple qu'on peut lever haut la jambe en frappant. Et pareil, c'est pas parce qu'on n'est pas souple qu'on peut pas mettre un coup de pied Jodan. Donc, moi, je vous encouragerais plus, si votre objectif c'est d'avoir le grand écart, faut vous étirer. Si votre objectif c'est d'avoir des coups de pied efficaces et rapides, les étirements peuvent aider, mais essayez de regarder un peu du travail de mobilité sur les hanches pour travailler un peu sur le Brazilian kick, par exemple. Ça, c'est de la mobilité pure. Et
essayez d'ajouter ça à des exercices de renfort. Si ça vous intéresse, ce genre de travail-là, j'ai des routines. Donc, soit je partage des choses sur mon Insta, donc Yann Réparateur Physique, et sur mon site, vous pourrez retrouver aussi des routines donc de prévention des blessures, et j'en ai fait une spéciale pour les hanches, qui peut aider pour ceux qui ont des problèmes de hanches, pour mettre des kicks, sur mon site réparateurphysique.com. Donc, je mettrai en lien. Et c'est ce genre de travail-là que j'appelle du travail de mobilité, où on va venir commencer à masser, étirer, mais étirer comme ce dont je vous parlais tout à l'heure en mode échauffement. Donc, on tire quelques secondes et on relâche le muscle. Et derrière, on va venir solliciter ce muscle-là pour chercher une amplitude articulaire qui va nous permettre derrière, déjà, de 1, de ne pas se blesser, et de 2, d'être plus performant. Et du coup, c'est comme ça que je rebondis sur ta question tout à l'heure, Hervé. Tu nous disais que tu avais mal des crampes au bout d'un moment au gros orteil quand tu es en Seiza, ou alors quand tu fais de la corde à sauter. Je pense que d'un côté, sur ce genre de problème-là, ce problème de crampes, ça peut être un problème de carence en minéraux. Alors, je suis pas un expert là-dedans, donc n'hésite pas à aller te renseigner là-dessus. Ça peut être aussi un manque d'hydratation, et également, plus de mon côté, du manque de mobilité au niveau des chevilles et des raideurs, si je peux appeler ça un peu comme ça pour simplifier les termes, sur les mollets. Donc, n'hésite pas à travailler en automassage. Donc, avec un rouleau de massage à Decathlon qui coûte 20 €, même pas. Ça, c'est magique. Vous pouvez vous marrer avec ça. Pour la récupération, par contre, les automassages, c'est une tuerie. Pour récupérer des hématomes aussi, c'est génial. Ça fait mal, mais c'est génial. Et donc là, je te conseillerais plus venir masser ton mollet et venir étirer pas mal et chercher à mobiliser ta cheville. Essayer de voir si, en mettant une routine là-dessus en place, tu arrives à éliminer ce problème de douleur et de crampes. Pareil je rebondis sur ce que ouais, Lila, tu as une routine pour les genoux aussi sur mon site. Je rebondis sur le côté hématome aussi. Il y a des déchirures musculaires qui arrivent après des hématomes. Parce qu'en fait, un hématome, c'est quand on nous met un kick, c'est rien d'autre qu'une déchirure, qu'une lésion musculaire. Et le problème, c'est que si on se dit ouais, c'est bon, ça va passer, je laisse comme ça, et qu'on cherche pas à récupérer rapidement, on risque d'avoir un phénomène de calcification autour d'une blessure et autour de la lésion. Et cette calcification-là, dès qu'on va se reprendre un kick dessus, ou dès qu'on va venir retirer dessus, une fois qu'on pense que c'est guéri, c'est là qu'on va avoir une déchirure encore plus grosse. C'est pour ça que traiter les hématomes au Kyoku, je pense que c'est assez important aussi. Et pour ça, c'est assez simple. En fait, il faut juste, pour que ça cicatrise bien, ça peut paraître con, mais il faut chercher à refaire saigner un peu de temps en temps, là où on a notre hématome. Donc, on va venir chercher à se masser. Ok. Donc déjà, il faut évacuer le sang qui est le sang, donc qui est l'hématome en fait. Donc chercher à évacuer les petits caillots de sang, et derrière refaire saigner la lésion tout doucement, donc en massant dessus, donc soit avec les rouleaux de massage, soit avec les mains sur les cuisses ou des choses comme ça, pour permettre d'activer le système de cicatrisation et éviter cette calcification-là qui derrière pourrait nous emmerder encore plus. Donc voilà. Et je vois passer une question d'Anthony. Et un manque d'entraînement, c'est possible. Ah bah ouais, carrément. Hein. On appelle ça une fracture mentale après. Mais ça, faudrait en parler à un mec qui nous parlait de motivation, je crois, la semaine dernière. On va lui demander de revenir parce que j'ai pas tout compris. Donc voilà, moi je pense que j'ai fait le tour un peu de tous les sujets que je voulais aborder. Est-ce qu'on a des gens qui veulent poser une dernière question? Parce qu'on arrive sur la fin, ça va faire 1h06. Ou est-ce que toi, José, tu as un truc à rajouter? Non. C'était un plaisir d'être avec vous. C'est la seule chose que j'ai à dire. Même si je vous vois pas, je vois que Yann en fait. C'est frustrant, mais non pas que je sois pas content de voir Yann. Mais... C'était également un plaisir de t'accueillir. J'ai juste peut-être dû dire, enfin,
je vais peut-être me répéter, mais c'est vraiment important en fait que quand on fait les arts martiaux, en fait, l'objectif, enfin, moi ce que je vous souhaite, c'est que vous puissiez faire ça le plus longtemps possible. Donc c'est pour ça que c'est important le sujet que tu as abordé aujourd'hui est quelque chose de primordial, parce qu'en fait, les blessures elles vont jalonner, en fait, c'est un peu comme dans la vie, en fait, les blessures elles vont jalonner votre pratique tout le long de votre vie, donc il faut voir ça comme des choses qui arrivent. Souvent, malheureusement, ça y est, c'est fini. T'as coupé. Est-ce que tu peux répéter ta phrase? Je crois que tu as frisé. Ah, ça a frisé. Quand j'ai fait ça, ça a frisé. Euh, non, je disais que parfois, quand on se blesse méchamment, quand on se blesse gravement, notamment je prends les ligaments, les choses comme ça, des choses qui prennent beaucoup de temps pour qu'on puisse revenir, on a tendance à voir ça un petit peu comme si c'était la fin, comme si c'était, voilà, après je peux plus, etc. Non, il faut voir ça comme des étapes, mais des choses, malheureusement, des obstacles qui arrivent. Mais il faut être patient et il faut, comme on l'a peut-être dit plein de fois pendant la petite heure qu'on a un peu plus d'une heure qu'on vient de passer ensemble, mais il faut être conscient de vos possibilités, pas forcément. Alors, on peut aller un petit peu au-dessus à chaque fois. C'est aller repousser, c'est bien. Mais après, il ne faut pas être présomptueux et aller trop loin. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être patient. Et surtout, il faut être entre guillemets, euh, humble sur ce que vous êtes capable de faire. Voilà. Donc, si vous êtes capable de petit à petit de repousser vos limites, mais de façon patiente, de façon à vouloir aller trop vite, ben, vous pourrez travailler longtemps. Et plus vous pourrez plus vous travaillerez longtemps, plus vous découvrirez des choses qui sont importantes et des choses qui sont utiles. Après, si vous avez un objectif à moyen terme, comme souvent les compétiteurs, c'est-à-dire de dire je vais faire de la compétition, une fois que je serai plus apte à faire de la compétition, j'arrête, c'est un autre type de travail. C'est pas critiquable, hein, c'est une autre façon de penser. Et là, effectivement, ben là, on peut peut-être pousser un petit peu plus la machine et puis se dire je vais mettre un coup de collier, je vais me détruire entre guillemets hein, pendant quelques années. Voilà, mais il faut être patient en fait, tout simplement. Dans la pratique des arts martiaux, il faut être patient, c'est la chose la plus importante. Et être à l'écoute, que ce soit de votre professeur, que ce soit de vous-même. Voilà. Dernière petite question, j'ai vu passer de Paul qui parle d'accessoires pour l'entraînement et pour les étirements. Ah, d'accord. Avec lui, je me méfie. Ouais, faut faire gaffe avec ces gars-là. Voilà. Ils sont, bref. Ouais, des accessoires pour la souplesse. Je vais vous donner ma liste d'accessoires préférés, moi, pour l'entraînement en général. C'est assez simple. Moi, tout ce qui me paraît, les seuls trucs qui me paraissent utiles pour l'entraînement, c'est un rouleau de massage, balle de massage, brique de yoga et élastique et mini-bande. Vous voyez les petites mini-bandes qu'on se met autour des genoux. Et en fait, là, vous en avez pour peut-être 40 € de matériel à Decathlon et vous pouvez tout faire. L'idée, c'est que les balles de massage pour récupérer, pour la mobilité, c'est génial. Et les briques de yoga, ça peut être utile pour placer son bassin et pour se mettre en sécurité quand on va être sur les étirements, justement, parce que la question, c'était sur les étirements particulièrement. Parce qu'en fait, on va pouvoir venir s'appuyer dessus quand on fait un grand écart et qu'on ne peut pas toucher le sol. Ou alors, on va venir fléchir le dos à fond, on ne peut pas se tenir droit, on ne va pas être confort. Faut réussir à trouver une solution pour se placer, donc utiliser les briques de yoga, utiliser une chaise pour pouvoir maintenir une position longtemps sans commencer à avoir de douleurs lombaires, de douleurs au dos, de choses comme ça. Donc l'idée c'est et après être assez inventif pour utiliser le matériel et les bandes non et les bandes les élastiques et les mini bandes. Moi les mini bandes j'utilise ça beaucoup pour renforcer les moyens fessiers. Et en fait, le moyen fessier va nous permettre de protéger le genou et donc l'empêcher de rentrer sur l'intérieur. Parce que le moyen fessier, il nous permet de lever la jambe sur le côté. Et en plus, il va nous permettre de monter la jambe facilement pour des kicks. Donc pour les arts martiaux, c'est l'idéal. Donc voilà, je suis content. Il y a Lucian qui nous a regardé, qui dit 100% d'accord avec nous pour le plastron. Os. Forcément, c'est lui qui me l'a appris. Ah ben. Voilà, non, je regardais les questions qui restaient. Non, bah, on a fait le tour.
Donc ouais, si on veut garder une chose, si vous devez retenir une chose aujourd'hui, si on fait une petite synthèse, c'est toujours y aller progressivement dans l'entraînement. Jamais s'arrêter de s'entraîner. Quand on a une douleur, on se posait la question pourquoi est-ce que j'ai mal? Et quand on s'entraîne, se poser la question de pourquoi je m'entraîne. Enfin, pourquoi je fais cet exercice-là? Et comment est-ce que je dois le faire? C'est important, que ce soit sur les étirements ou sur un exercice de renfort. Ça va toujours être utile de comprendre pourquoi est-ce qu'on fait ce mouvement-là, parce qu'on va s'entraîner du coup en conscience et ça va accélérer notre progression. N'oubliez pas de renforcer votre dos, de renforcer vos ischio-jambiers et de vous étirer le haut du corps, les épaules. Donc voilà. Dernière petite chose pour conclure, le mot de la fin. Après, je te laisserai le mot de la fin après, José. Tiens. Dernière petite chose pour conclure, on met un petit challenge à partir de demain. Je vais essayer de la faire ce soir. La vidéo sera dispo sur YouTube. La semaine dernière, on a essayé de le faire, mais un peu tard, et du coup, ça n'a pas forcément bien fonctionné. Petit challenge, si on atteint 1000 vues sur la vidéo YouTube, si on atteint 1000 vues avant vendredi prochain, je vous mettrai une fiche récapitulative de tout ce qu'on a pu dire aujourd'hui sur ce live-là, dispo sur mon site. Elle sera payante toute la semaine à 4 €. Et si on atteint les 1000 vues, je vous la mets gratuite. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à partager, à l'envoyer à tout le monde, à aller cliquer tous les jours. Non, l'idée c'est que on puisse partager un maximum de choses et au fur et à mesure avoir un maximum de monde sur les lives pour avoir de l'interaction et des choses intéressantes et positives. Donc voilà. José, je te laisse le mot de la fin. Un mot? Un seul mot? Tractopelle. Tractopole. Tractopole. Non, bah merci à toi de m'avoir invité pour ce live-là. C'est la première fois que j'en faisais un, c'est marrant. Donc je remercie aux gens qui ont posé des questions, c'était bien cool. Et puis surtout, merci pour cette initiative en fait de faire des lives. En plus, la progression est bien faite. C'est-à-dire qu'en fait, on voit un peu tous les aspects de la pratique sportive et de la pratique des sports de combat ou des arts martiaux. Donc c'est tout à ton honneur. Et puis bon, j'espère revoir un maximum de monde très rapidement sur les tatamis. C'est l'endroit où on est le plus à l'aise tous. C'est-à-dire on n'est pas très à l'aise devant une caméra, mais un peu plus à l'aise sur les tatamis. Et c'est notre habitat naturel de notre espèce. Donc voilà, entraînez-vous et puis gardez la pêche. Bon, la période n'est pas facile, mais normalement. Donc c'est fini. Voilà. Donc merci encore et puis je vous dis à bientôt et puis on se voit si tout va bien dans quelques mois ou dans quelques semaines pour travailler ensemble et cette fois-ci de façon bien réelle. Voilà. Et encore merci Yann. Merci à toi José et merci à tous d'avoir suivi ce live jusqu'au bout. Et puis je vous dis à la semaine prochaine. Salut.